Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach, spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse ou qui éprouvent des difficultés en couple. Je les aide à arrêter de souffrir, à retrouver leur énergie, leur joie de vivre et leur confiance en elles. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je vous présente les parties 1 et 2 de l'entrevue que j'ai réalisée avec l'auteure québécoise Mylène Gilbert-Dumas. Mylène Gilbert-Dumas, c'est une auteure que j'aime beaucoup, dont j'ai lu tous les romans. Elle a écrit des romans historiques comme Les Dames de Beauchesne, Lily Klondike et dans les dernières années, elle a entrepris un cycle de, en fait, une série de romans qui sont regroupés sous le nom du cycle de la lenteur. C'est L'escapade sans retour de Sophie Parent, Yukonaise, Les 2 saisons du Faubourg et son dernier paru en librairie, Détour sur la route de Compostelle. Et c'est vraiment à la lecture de ce roman-là que j'ai eu envie de la rencontrer. En fait, dans tous ces romans, les héroïnes de Mylène Gilbert-Dumas sont toujours des femmes qui arrivent à un certain point de leur vie et qui doivent se remettre en question, qui doivent se prendre en main, sortir en fait de leur état de victime pour vraiment se prendre en charge et construire la vie dont elles rêvent, ou une vie en fait qui est beaucoup plus alignée sur ce qu'elles veulent vraiment. Donc, vous comprendrez pourquoi ces romans m'inspirent autant. Et son dernier roman, Détour sur la route de Compostelle, bien, touche à des thèmes qui me tiennent à cœur. La randonnée pédestre, donc le plein air, les relations amoureuses et transformer sa vie positivement, se prendre en main, devenir maître de son bonheur. J'ai été vraiment touchée par ce roman-là au point d'en avoir les larmes aux yeux. Donc j'espère que vous allez apprécier cette entrevue-là que j'ai réalisée avec elle. Et vous allez voir que Mylène a vraiment été très généreuse et dans cette entrevue-là, on va vraiment creuser des thèmes qui lui sont chers et qui me sont chers. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Dans quelle mesure faire le chemin de Compostelle, c'est une façon de travailler sur soi? En fait, c'est parce qu'on est tout seul. En fait, si on le fait seul, c'est sûr que si on le fait à deux, c'est un voyage de couple, c'est pas la même chose. Mais il y a beaucoup de femmes qui font le voyage de Compostelle seules, tellement que c'est même pas une surprise. Là, quand moi je suis arrivée là, je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Je suis allée parce que je savais que c'était une place sécuritaire pour marcher seule. Puis pour moi, c'était de faire Lily Klondike. Là. Je faisais la recherche pour mon roman Lily Klondike, parce que je voulais savoir ce que ça faisait de marcher. Alors, je suis partie seule en me disant aussi, tu sais, j'ai été élevée dans le concept qu'une femme, ça voyage pas seule. Alors c'était pour moi de faire... C'est pas vrai qu'une femme, ça voyage pas seule. Ma bibliothèque est pleine de femmes qui ont voyagé, de livres de femmes qui ont voyagé seules. Alors, je voulais l'essayer aussi, puis c'est ça. Mais étant donné que tu es seule la journée longue, quand tu as eu une famille, je pense que c'est surtout là que c'est intéressant. Quand tu as eu une famille et que tu es habitué de t'occuper de ton chum, de la maison, du ménage, des enfants, de la garderie, des devoirs, en donc, à droite, là. Quand tu arrives tout à coup, tu as juste toi à t'occuper, là. Ça fait un grand vide les premiers jours. Puis là, on change des commissions, comme on dit, là, parce qu'on n'est pas habitué d'être juste nous-mêmes tout seuls. Mais quand je vais dire le mot, là, quand le schéma embarque, qu'on a juste nous-mêmes à s'occuper, donc juste avoir ce qu'il faut pour manger pour soi-même, puis de savoir où on va coucher à peu près, puis juste soi-même vraiment, là, ça donne une grande conscience de la liberté qu'on oublie dès qu'on est en couple, puis dès qu'on a des enfants, puis qu'on est pris dans cet engrenage-là où on n'est plus jamais une personne, on est une personne avec tous les petits crochets en dessous, c'est correct aussi, ça fait partie de la vie, mais on oublie qu'on est une personne aussi, puis souvent, en Occident, on a eu beaucoup d'éducation que une femme, ça voyage pas seule, comme je disais, qu'on ait tendance à vouloir toujours faire des choses avec notre chum, puis de faire des voyages en famille et tout. Partir tout ça, ça a été pour moi mon doux. Premièrement, je suis capable de le faire. Puis deuxièmement, j'ai personne à qui penser. Tu sais, pas besoin de me dire, OK, qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Quand je voyage avec mon chum, on planifie à peu près le restaurant où on va aller. Puis quand je voyageais tout seul, j'avais des noix puis des fruits dans mon sac, puis je mangerai quand ça m'adonnera, quand c'est ça sur mon chemin. Alors, donc pour toi, ça t'a fait beaucoup de bien, mais pour ton personnage, Mireille, dans ton roman, c'est plutôt difficile au départ. Oui, mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile de lâcher les crochets qui sont accrochés après nous, là, de se ramasser.
comme un électron libre, là, tu sais, attaché à rien. Mon dos, c'est épeurant d'être attaché à rien tout à coup. Puis ça dure quelques jours. Je dirais que ça a duré, dans mon cas, un bon 2 jours avant d'être assez confortable pour dire, OK, je vais avoir du fun avec ça. Parce qu'au début, j'étais, oh mon dos, dans quoi je me suis embarquée, là. Surtout que, bon, on est complètement seul. Oui, il y a des gens qui passent, mais on ne les connaît pas, ces gens-là. On finit par faire tisser des liens avec le temps, parce qu'on devient confortable. Alors, on tisse des liens avec ces gens-là, mais c'est toujours difficile de tout laisser, puis surtout d'arrêter de se stresser avec ce qui reste à la maison. Est-ce que les comptes vont être payés? Est-ce que tout va être fait comme c'est supposé d'être fait, là? Puis est-ce que les enfants vont aller à l'école pareil? Puis s'il y en a un qui est malade, qu'est-ce qu'on va faire? Puis lâcher ça, lâcher prise, dire la Terre va pas arrêter de tourner parce que je suis pas là pendant une couple de semaines. Et ça, c'est bien difficile d'arriver là. T'sais, on a tendance à porter tout à bout de bras. Alors, de partir, de dire, OK, il y a quelqu'un d'autre en dessous qui va tenir ce pilier-là, puis là, je vais faire juste ça, voir qui je suis. Parce que c'est découvrir qui on est aussi quand on fait ça. Parce qu'on pense, on a une image de soi-même. Et dans le cas de Mireille, c'est ça que j'ai beaucoup de plaisir avec elle parce que, bon, je l'ai créée hyper contrôlante. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à la créer comme ça. Ou alors, tu sais, elle en tient difficile. Elle les tient toutes en même temps, puis elle tire où ce qu'il faut, puis elle tient... Ah oui, puis t'as fait exprès, là, d'en mettre des grosses avant qu'elle parte. Ah oui, parce que je voulais mais sinon, ben aussi, bon, on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Si je voulais montrer comment c'était difficile de laisser ça, il fallait toujours bien que je lui mette vraiment quelque chose. Puis on voit aussi, bon, avec ses fils, comment elle les a toujours contrôlés, elle a toujours eu tout le monde en main. Et là, tout à coup, ça lâche, ça fuit de partout, là. Puis c'est là où elle part à ce moment-là. Il faut qu'elle laisse les fuites aller. Parce que la vie, c'est pas un bloc monolithique, c'est vivant, ça s'adapte tout le temps, il faut qu'elle s'adapte, puis c'est la partie où elle n'y arrivait pas. Et le voyage force cette adaptation-là parce que la route de Compostelle, il arrive, tout est son contraire pendant ce voyage-là, c'est vraiment impressionnant. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer dans une journée, on ne sait pas où on va coucher nécessairement, puis même si on a trouvé sur une carte qu'on a réservé, on ne sait pas de quoi ça a l'air. Tu sais, là, on peut rien prévoir. Puis tu es obligé d'adapter à toutes les minutes, à toutes les secondes, des fois. On ne sait pas le corps, comment il va réagir, on ne sait pas les gens qu'on va rencontrer, qu'on a envie de faire d'autres choses. C'est tout le temps en mouvement, comme la vie, mais c'est juste qu'on perd de vue que la vie, elle est comme ça, parce qu'on est tellement imbriqué dans notre métro, boulot, dodo, là, tu sais, la partie fixe, là, qu'on perd de vue ça. Mais ce chemin, on peut pas le perdre. C'est constamment une adaptation, il y a telle chose, OK, il faut adapter. Il y en a une autre qui arrive de ce côté-là, ne serait-ce qu'une journée d'orage de fou où on a prévu de marcher 20 km, puis au bout de 10, c'est les éclairs, les tonnerres et tout. Puis tu dis, bon, OK, il faut que je fasse quelque chose, je ne vais pas continuer, là. Il faut trouver une autre place, mais c'est pas le plan qu'on avait. Et rencontrer des gens avec qui on a beaucoup de plaisir, puis on est supposé arrêter à telle place, puis on se dit, ah, ben sais-tu, je vais continuer, tu sais, dans le fond, avec ces gens-là, j'ai du fun, puis... Alors, c'est tout le temps... Et dans le fond, si tu prends la vie sur une longue période, ça ressemble à ça. Mais quand on la regarde de façon comme au jour le jour, on a l'impression que c'est statique, tu sais, qu'on a des cadres. Mais sur une très longue période, si on rencontre des gens, on fait un bout, on fait exactement comme sur le chemin. Alors que c'est ça, sur le chemin, c'est tout en condensé. Oui. Ce qui permet, dans le fond, de faire un aussi grand apprentissage sur soi. Ouais. Oui, puis, mais aussi c'est parce qu'on est seul, hein. Tu sais, être seul, la solitude, c'est tellement... Ben, je suppose que c'est comme on le voit aussi, là. Mais sur le chemin, si on n'a pas d'écouteurs dans les oreilles pour se couper du reste du monde, là, on n'a pas le choix de réfléchir. On est tout seul. Tu sais, là, on n'a personne à qui parler pendant des grands bouts. On doit prendre nos propres décisions pour nous-mêmes, puis il faut les assumer. Si je décide que je passe tout droit au village, puis le prochain village est à 8 km, ça a l'air de rien, 8 km en auto comme ça, là. Mais à pied, c'est loin, en dessous. Oui, c'est ça. Puis ça dépend des éléments de la nature et tout, là, puis de la pluie. Puis là, il faut l'assumer une fois qu'on est rendu là. Puis même si on est en maudit, on peut blâmer personne. On a pris la décision nous-mêmes. On est obligé d'assumer chaque petite affaire, mais pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Et ça fait une grande différence par rapport à la vie où on assume les choses des autres, nos enfants, notre chum et tout ça. Là, c'est vraiment juste... Moi, j'ai trouvé que c'était... Je suis allée 2 fois, tu sais, puis les 2 fois, je trouvais comment j'ai découvert mes forces, des choses que je suis capable de faire que je pensais jamais que j'étais capable de faire, puis mes limites. Tu sais, là, où est-ce que... Bon, moi, je sais que si je porte le sac à dos, je vais faire des ampoules, puis que ça devient un méchant problème, là, tu sais. Je me suis dit, si un jour j'y retourne, je vais faire porter mon sac parce que les ampoules m'arrêtent ça m'empêche de continuer mon voyage. Oui.
Mais on ne sait pas, je ne savais pas avant d'y aller. Effectivement. J'avais une belle image de moi qui a fait de marcher avec mon sac à dos 20 km tous les jours. Pas de problème. Moi, quand tu as des ampoules, tu réalises que tes pieds, c'est vraiment une partie importante de nous-mêmes. On n'y pense pas souvent. Mais quand faut que tu marches tous les jours, là, tes pieds t'en prends soin, puis t'es pomponnes comme il faut, là, puis là, quand il y a une ampoule, non, pourquoi tu me fais ça? Donc, ça permet de prendre connaissance de ses forces, mais aussi de ses limites. Comment qu'on arrive à les accepter, ces limites? Ben, en fait, t'as comme pas le choix. C'est là où, quand on est très fatigué, t'as pas le choix. Si t'es juste trop fatigué, tu peux juste pas continuer. Là, fait que là, tu trouves le premier gîte, premier hôtel, première place où tu peux t'arrêter, puis il faut que t'arrêtes là. On a une image, on a des attentes par rapport à nous-mêmes qui sont souvent très élevées. Surtout la Wonder Woman, là, qui s'occupe de tout, qui mène le ménage, la maison, et tout, la famille et tout. Là. Des attentes qui sont extrêmement élevées et on se stresse beaucoup pour combler ces attentes-là, hein, pour être toujours au top du top, la meilleure maman, la meilleure employée, la meilleure de tout en haut. Quand on est sur le chemin, puis que là, on fait face à soi-même, on est épuisé, on n'est juste plus capable de continuer. Même si on avait dit qu'aujourd'hui on ferait 20 km, même si on voulait. C'est dans le milieu de nulle part, ce chemin-là. C'est pas la ville, on traverse pas Montréal, là, où on peut arrêter dans n'importe quel café en chemin. Là. Dans l'Aubrac, là, c'est des grands bouts. Il y a eu une journée, j'ai croisé personne. Je suis partie le matin, puis le soir, au gîte, j'ai parlé à des gens, j'avais parlé à personne entre-temps, j'avais vu personne cette journée-là. Alors, je me souviens d'un bout où je marchais, où je me disais, non, mais je sais même pas comment je fais pour mettre un pied en avant de l'autre. Puis comme il n'y avait pas de village, il n'y avait rien, fallait que je me rende au moins jusqu'au prochain village, tu sais, là. Puis là, je m'étais mis une petite tourne dans ma tête, puis là, je marchais juste en pensant à ma petite tourne, en me disant, OK, j'ai pas le choix. Même si je m'écrase ici, personne ne va venir me chercher, il n'y a même pas de chemin, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et juste un peu plus loin, comme peut-être 3-4 km plus loin, il y avait une route. Et j'ai rencontré des gens qui étaient venus comme des touristes juste voir de quoi avait l'air la route de Compostelle, mais ils reprenaient leur voiture. Là. Puis j'ai jasé un peu avec eux. Ensuite, j'ai repris le chemin de Compostelle, empruntait la route. Et ils sont arrivés à côté de moi puis ils ont dit « Veux-tu un livre jusqu'au village? » Là, « Oh oui! » Et là, je suis restée là 2 jours parce que je me disais « Oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée. » Mais on réalise pas ça avant de le vivre. Là. On réalise pas qu'on a des limites. Mais qu'est-ce qui fait que dans une situation comme ça, il n'y a pas la petite voix qui embarque puis qui dit « Ah, ben voyons donc, t'es venu ici pour marcher, ça donne même pas d'allure que tu ah oui, elle est là, mais à un moment donné, elle est plus assez forte, là, elle crie plus assez fort, là, parce qu'elle est là au début, quand on commence, là, puis là, nous, on est là pour marcher, puis on va toujours... Mais à un moment donné, je pense au bout d'une semaine à peu près, là, où là, je me disais, pourquoi je marche ici? Donc, j'ai des ampoules, je suis fatiguée, je suis toujours sale, je peux plus. Pourquoi je fais ça? Donc, puis là, chez nous, c'est le temps des pommes, tu sais, là, puis là, pendant une journée, là, c'était la nostalgie de pourquoi je fais ça? Donc, je suis pas obligée de faire ça, là, parce que ça allait pas bien. Puis parce que je pleurais, parce que je me disais, j'étais assez tannée, j'ai mal partout. Mais après une autre journée de repos, là, j'étais correcte, je suis repartie. Puis, mais c'est ça, cette voix-là, elle est là beaucoup au début, à un moment donné, tu découvres qui t'es vraiment, puis tu dis, OK, je peux pas faire ça. Oui, ça, je suis capable de le faire, je suis moumoune si je continue pas, mais ça, non, là, c'est juste trop, tu sais. Comme moi, j'ai réalisé qu'à 15-17 km, c'était une bonne longueur pour moi. 20, c'était pas mal ma limite. Une journée, j'en ai fait 24. J'étais bien écœurée quand je suis arrivée. Tu sais, là, ça avait été la journée où je m'étais dit, bon, j'ai pas eu le choix parce qu'il n'y avait rien pour arrêter avant à 20 km. J'arrêtais à 15 ou j'arrêtais à 24, tu sais. Puis là, je me suis dit, OK, ça, j'ai pas de plaisir. À partir d'aujourd'hui, on fait plus 24 parce que je le sais, j'ai pas de plaisir à faire ça comme ça. J'ai du fun, moi, aussi, je suis écrivain, hein? Alors, à observer, à jaser avec les gens, arrêter dans les cafés, tu sais, je prenais des notes, comment moi je me sens là-dedans, comment les gens que je rencontre, de quoi ils me parlent. J'aimais faire ça tranquillement, tu sais, là. Puis, en France, c'est un gros avantage. Il y a les hôtels, il y a des restaurants, on n'est pas obligé de cuisiner tout le temps. La partie espagnole, il faut cuisiner tout le temps, alors... c'est autre chose, tu sais. En France, c'est vraiment un beau voyage en même temps parce qu'on arrête. Je pense que ça paraît dans le livre, tu sais, à un moment donné, son chum, il dit, coudonc, vous avez... ça a l'air pas mal cool, votre voyage, de tout le temps en train de boire, tu sais. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans un village, ben, on se rejoint tout le monde de la veille.
on se rejoint, puis là, ben, on prend l'apéro, puis les Français mangent tard, alors l'apéro dure Oui. longtemps. Puis ensuite, on va souper, mais après le souper, tout le monde va se coucher, là, on est mort raide rendu là. Mais l'apéro, c'est un beau moment où tout le monde parle, tout le monde raconte sa journée, d'où il vient. C'est comme ça que j'ai rencontré plusieurs des personnes qui sont dans le roman, qui sont vraiment des personnes que j'ai rencontrées. Puis je leur posais des questions, puis je dis écoute, je trouve ça tellement le fun, je vais faire un personnage avec cette partie-là dans le roman. Puis elle le savait, là, la dame qui a perdu son mari, qui transportait les cendres de son mari. Puis c'est ça, il y en a plusieurs comme ça qui ont pris une place parce que il y avait ça pendant que je marchais, puis je trouvais il y avait beaucoup de cœur dans ça, dans ce geste-là. Puis quand tu es loin de ta famille, de tes amis, tout ça, puis que tu te retrouves seul pendant de grands bouts, tu dois perdre un peu la notion du temps, de l'espace, comme si cette vie-là n'existait plus. Oui, c'est ça qui est très, très fascinant. Surtout, je l'ai vécu déjà un peu dans d'autres voyages que j'ai faits, mais sur la route de Compostelle, c'était encore plus marquant à cause de l'absence de technologie. Parce que quand on va, je vais au Yukon ou je vais ailleurs en Europe, ou même quand on va dans le sud ici, tu sais, on va avoir du Wi-Fi. On va rester connecté, c'est pas difficile. Il y a de la télé, on a des voitures et tout, puis on téléphone. Quand on est sur la route de Compostelle, premièrement, le Wi-Fi rentre pas dans l'aubrac, ça arrête ça. Tu sais, là, t'as beau d'avoir ton téléphone. Moi, j'en avais pas de téléphone dans ce temps-là, point. J'avais pas amené. De toute façon, mon objectif, c'était de voir de quoi ça avait l'air déconnecté. Alors, t'amènes pas ton téléphone si tu veux te déconnecter. Mais c'est tellement lent sur la route de Compostelle. Tous les petits villages qu'on traverse, qui sont des villages médiévaux, il y a des vaches. On se promène à un moment donné, puis le chemin est plein de vaches, puis il faut faire notre chemin au travers des vaches, comme on entend les cloches. Là. Oui, eux, ces gens-là, dans leur maison, ils ont les commodités, mais ils vivent beaucoup plus dehors que nous. Déjà, les Français vivent plus dehors que nous. Et plus lentement, avec un art de vivre qui est tout à fait pas nord-américain, qui est beaucoup plus lent. Puis, de ne pas être connecté à rien fait qu'à un moment donné, on en arrive à se demander, est-ce que le reste des choses, des gens que j'ai laissés chez nous existent encore? Étant donné que moi, je suis ici, tout ce que j'ai là ici est très concret, mais j'ai aucun contact avec ce qui est ailleurs. Puis, ça peut avoir l'air ridicule dit comme ça. Est-ce que je suis partie de la... Tu sais, comme quand j'avais mon chien, tu sais, je me dis, quand je pars pour lui, j'existe plus. Y a-tu hâte que je revienne et que j'existe encore, tu sais? Ben, c'est un peu ça, là. On se demande si ça existe encore, cette vie-là qu'on a laissée en arrière. Parce qu'on est tellement coupé, puis on est tellement loin, on n'a pas de contact. On peut penser, par exemple, tu sais, dans les camps de concentration, les gens devaient s'accrocher au fait que ça existe encore ailleurs. Mais quand on est sur la route de Compostelle pour vivre l'expérience à 100%, on n'est pas dans un camp de concentration, là, on en arrive à perdre cette certitude-là, je vais dire. Tu sais, là, on n'a plus la certitude qu'il y a d'autres choses qui existent que nous en ce moment avec les douleurs qu'on a dans le corps, puis la faim, puis la soif, puis les différents désagréments, les punaises de lit, les différents désagréments du chemin qui nous font vraiment nous sentir dans notre corps à ce moment-là. Puis le reste, on n'est pas sûr. C'est juste le doute. On n'est pas sûr qu'il n'existe plus non plus. Il y a juste le doute. Et c'est très sain d'avoir ce doute-là parce que je trouve que ça déstabilise, ça brise l'équilibre, puis ça permet de voir la vie autrement. Mais ça nous ramène beaucoup au moment présent. Ah, absolument, absolument. De pas avoir la certitude que tout continue, comme si de rien n'était, où ce qu'on était, ça nous garde là. Mais en fait, la douleur physique nous garde tout à fait dans l'instant présent. Je peux te dire que quand tu as mal aux pieds, tu penses pas à autre chose. Là. Puis quand ton sac est pesant, puis lourd, puis tu dis, OK, je vais aller, il faut que j'aille jusque-là, mais il faut que je le porte jusque-là, mon sac. On reste vraiment dans le moment présent. Puis ça, c'est une grande richesse. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est autant en train de s'observer soi-même, puis de découvrir ses forces et ses faiblesses, parce qu'on est là. On n'est pas ailleurs, on n'est pas plus tard, on est ici, en ce moment, avec les souffrances, les joies, les émerveillements qu'on a là. Et puis le temps, bon, sur la route, on compte pas ça, on le compte pas comme nous, là, tu sais, là, comme nous, on le compte ici en minutes, là, tout est chronométré, tout est organisé. Là, ben, je vais arriver quand je vais arriver, selon quand le corps va être capable
à la vitesse à laquelle le corps va me traîner jusque-là, c'est le temps où je vais arriver. Je peux pas dire je vais être là dans 1 heure et demie, 4 km. Normalement, je fais ça dans 1 heure. Si j'ai trop mal, ça se peut que je fasse une coupe de pause en chemin. Puis si je me sens en forme, ça se peut que je le fasse en 3/4 d'heure, tu sais, là, mais ça se mesure pas pareil. Oui, effectivement. Oui. Puis si on revient à ton roman, pour le personnage de Mireille aussi, ce voyage-là, ça a été un grand apprentissage au niveau de prendre la responsabilité de sa vie, de son bonheur, parce qu'on constate très tôt dans le roman qu'elle compte beaucoup sur les autres. En tout cas, dans le voyage, elle comptait beaucoup sur sa sœur. Oui. Puis quand sa sœur la flush, si je puis dire, Oui, oui. Elle se demande vraiment qu'est-ce qu'elle fait là. Puis elle en veut à sa sœur de l'avoir mise dans cette situation, comme si elle n'était pas responsable d'elle-même. Ouais. Mais en fait, c'est pas tellement comme si elle n'est pas responsable, plutôt qu'elle se définit comme étant l'aînée par rapport à sa sœur, la mère, la conjointe, la propriétaire de l'épicerie. Et avec tous ces petits crochets-là, là, après sa jupe, là, tu sais, tout le tour. Et là, quand on en enlève un, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, c'est pas... Elle en veut à la personne d'enlever le crochet, comme son fils le plus vieux qui décide qu'il s'en va de la maison, puis qu'il va avoir un bébé, puis qu'il lâche l'école, puis wow, elle était contente d'avoir le crochet. Il y avait un équilibre avec tous les crochets au bas de sa jupe, là. Alors, c'est plus de laisser le contrôle à l'autre, l'autre personne se contrôler. Et quand elle contrôle tous ces gens-là, elle n'a pas besoin de penser à elle. Elle a juste à s'assurer qu'elle contrôle tout le monde autour et que ça fonctionne bien. Alors, quand elle arrive avec sa sœur là-bas, oui, elle s'est laissée convaincre, mais elle y allait comme l'aînée qui va s'occuper de sa sœur encore, tu sais, comme un autre crochet. Et là, quand la sœur enlève le crochet puis elle s'en va, mais là, elle se ramasse qu'il n'y a pas un crochet après sa jupe, il n'y a personne pour... elle a personne de s'occuper. Elle est toute seule, obligée de se regarder elle-même. Et c'est pour ça que, oui, au départ, j'avais fait exprès de montrer comment tous ces gens-là sont accrochés après elle, mais c'est parce que c'est elle qui les a accrochés après elle. C'est elle qui s'est assurée que tous ces gens-là allaient dépendre d'elle. Et là, elle arrive là, non seulement sa sœur ne dépend pas d'elle, elle ne dépend plus d'elle, elle s'en va, puis elle la laisse. Elle, il n'y a personne. Tu sais, bon, on aurait pu penser que quelqu'un comme ça va materner quelqu'un d'autre, trouver une jeune femme qui va marcher, puis tu sais, va s'occuper de l'autre personne et tout ça. Puis je suis contente, elle a eu assez de sagesse pour dire non, je vais pas m'occuper des autres, je vais voir qui je suis, m'occuper de moi sur ce chemin-là. Puis c'est beaucoup ça, c'était ça l'objectif du chemin. Mais on peut penser qu'il y a quelqu'un qui est très... qui se voit seulement en fonction de ce qu'il fait pour les autres. Quand il arrive sur le chemin, tu fais rien pour les autres, tu commences par le faire pour toi-même. Oui, il y a des choses qu'on va faire comme pour les autres. Par exemple, il y a la scène dans le roman où Christian va lui laver les pieds puis lui reborder les pieds. Ça m'est arrivé. Puis, je marchais avec des gens, puis j'étais vraiment tannée, là. C'était dans les premières journées. Ça fait 3 jours, mon premier voyage. Puis là, il y a une colline, puis en haut, il y a une chapelle. Mais c'est parce que le chantier passe devant. Puis là, les gens avec qui je marchais disent, bon, on va monter voir la chapelle. Oh non, on n'ajoute pas une côte, c'est pas vrai. C'était comme, non, j'en peux plus, là, c'est tellement tanné, j'avais les pieds bandés, ça a des ampoules partout. Alors, j'ai dit, ben moi, je reste en bas. Fait que si tu restes en bas, on te laisse nos sacs. Tu sais, comme ça, on peut monter allégé. Je dis, ben oui, c'est ça, l'anneau, il est en bas, on va garder les sacs. Puis j'avais mis mes pieds sur les sacs, puis j'avais fermé les yeux, puis je m'étais assise sur le mur, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, mais ça, je dors ici, je reste ici toute la nuit, là. Peut-être demain, je pourrais trouver ce que je vais faire. Mais là, en ce moment, je suis tellement plus capable. Puis, j'ai entendu une voix, puis il y avait un monsieur à mes pieds avec sa femme à côté, et là, il avait tout ouvert ce que ça prenait. Il m'a enlevé mes chaussures, il a tout défait mes bandages, il me lavé les pieds, il m'a rebandé les pieds, puis ensuite, il m'a expliqué pour mes pieds pourquoi ça faisait des ampoules et tout ça. C'était tellement fin, là! Oui. Il m'a dit... Un jour sur le chemin, quelqu'un s'est arrêté, puis il aurait fait mes bandages. Parce que tu sais, se pencher, ça a l'air de rien quand on n'a pas marché, mais quand ça fait 3-4 jours, tu marches et t'es raqué de partout, c'est dur se pencher pour s'occuper de tes talons, puis les ampoules que tu as partout. Puis il me dit, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi une fois, puis s'il l'avait pas fait, j'aurais jamais continué le chemin. Alors je m'étais dit que je le rendrais, puis à chaque fois que j'en fais le chemin, je le rends à quelqu'un. Puis c'était pas la première fois, on s'entend que c'était plusieurs fois, un peu comme Christian, là, il faisait ça par bout, puis ça faisait plusieurs fois qu'il le faisait. Puis, écoute, c'était mon premier voyage, puis ça a changé ma vision de bien des choses, que cet homme-là arrête comme ça, puis me soigne, finalement, il n'était pas obligé, il pouvait passer son chemin, là, mais mon Dieu, je faisais pitié. Je comprends.